Je faisais de la phobie scolaire, j'ai été viré de mon collège, c'était très très compliqué. Quand j'étais gamin, j'ai vu les huissiers débarquer chez moi, j'ai senti cette condescendance et cette autorité. Quand tu fais faillite, t'es un entrepreneur, t'as rien. Donc je vais chercher du RSA. Je dis à ma femme, on va devenir millionnaire. Je lance vraiment beaucoup de choses, trop de choses même. Plusieurs boîtes de BTP, des restos, une agence immobilière du coup. Avec rien, avec un local tout pourri, mal placé. Quand tu fais tes premiers 10 000, t'es content. Quand tu fais tes premiers 100 000, t'es content. Quand tu fais ton premier million, t'es content. Après, tu te dis, va aller chercher le 2, 3, 4, 10, Magnifique. 15. Et puis après, tu t'arrêtes plus, quoi. Bonjour Hassan. Salut Lionel. Bienvenue dans notre podcast Vrai Merci. reconnaît vrai. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'est un honneur. Écoute, on te reçoit aujourd'hui parce qu'on veut parler de ton parcours, Ouais. parce qu'on pense qu'il est inspirant et qu'il va inspirer plein de gens qui nous regardent. Et on sait que dans notre audience, on a des gens qui apprécient l'immobilier, Ok. apprécient ton domaine d'activité. Et on se disait qu'il fallait qu'on ait en tout cas de mon point de vue et de mon équipe, un des meilleurs sur l'immobilier, sur YouTube, les réseaux, parce que c'est comme ça aussi qu'on t'a connu. Alors, je sais pas si je suis le meilleur, mais je suis un des plus anciens, en tout cas. Alors, je dis meilleur parce que je trouve que ton contenu il est de qualité. Ok. Et je trouve que ce contenu, il est vrai. Il est vrai. Exactement. Je suis peut-être pas le meilleur pédagogue, mais je pense que je suis le plus proche de la réalité. Pour les gens. Je veux même te dire un truc, c'est aussi le plus sincère. Ouais. Parce que quand on le regarde, on se dit, OK, il nous montre ce qui ne va pas, ce qui marche. Il nous montre le mauvais côté comme les mauvais côtés, ses coups de gueule, sa vision. Et on voit que tu cherches pas les followers. D'ailleurs, je pense que Non. tu vois, c'est pas le truc, c'est pas le thème. Si j'avais focusé vraiment ma chaîne à gagner de l'audience, je pense que j'aurais fait des choses différemment. Je pense que j'aurais mis même mon personal branding d'une manière différente. Différente, ouais. Non, je suis pas à la course après ça. Alors, on va parler de toi. Tu vas te présenter. Ok. J'aimerais juste que tu commences un petit peu par l'enfance. Quand je dis enfance, je pense plutôt parler un petit peu de l'école, comment tu étais, quel type d'élève, parler dans quel milieu tu as grandi. On va pas parler des heures, mais en parler un petit peu pour que les gens puissent comprendre c'est qui Hassan. Moi déjà, je suis content d'être plus jeune que toi. J'ai appris ça tout de à quelques l'heure. jours, de 12 jours. Quand même plus jeune que toi. Donc j'ai grandi dans les années 80, début des années 80. Je suis un cassos de province. Carrément. Ouais, je suis un cassos de province. Et en fait, j'aime bien ce mot cassos ou prolétaire dans ma bouche. C'est pas quelque chose de péjoratif. Justement. Je pense que ça fait beaucoup de population française et dans ce milieu-là. Et j'étais un enfant un peu triste, un peu malheureux, un peu pas bien dans sa peau, qui a voulu aussi s'extraire de sa condition sociale. Tu me parlais de l'école. Moi, l'école, c'était une vraie souffrance. Ok, on est deux alors. Moi, je faisais de la phobie scolaire. J'ai été viré de mon collège. C'était très, très compliqué. Mais malgré tout, je suis quand même allé jusqu'au bac. Donc, du coup, t'as pas fait les grandes écoles parisiennes? Non, parce que moi, en province, on n'avait déjà pas d'école supérieure. Déjà, à mon époque, donc, si tu veux, t'allais au bac et après, il fallait partir dans une ville annexe, un peu plus grande, style Amiens, Lille. Et du coup, quand tu passes ton bac, tu sais ce que tu vas faire? Tu as déjà un projet? Alors, à l'époque, moi, je vivais chez mon père. J'ai eu mon bac pour lui. Parce que pour lui, je pense que c'était important. Je me souviens même de cette année, j'ai dû aller 3 semaines à l'école, sur toute une année. Et je me suis enfermé après pendant 1 mois à réviser. T'as séché toute l'année? J'ai séché toute l'année, j'étais un petit gangster. Turbulent. Ouais. Mais parce que pas heureux, parce que antisocial. Je me souviens, je l'ai gardé un petit peu longtemps. Mais je me suis enfermé pour mon père. Je lui devais bien ça, si tu veux. Il m'a élevé globalement seul. Et donc, c'était important pour lui. Puis quand j'ai eu le bac, je lui ai dit je vais prendre une année sabbatique. Il m'a regardé, il m'a dit tu as 1 semaine pour dégager de chez moi. Ah ouais. Mais quelque part, ça a été moteur. Et après, j'ai fait un contrat d'apprentissage et je lui travaillais un petit peu pendant 1 an et demi.
Et tu as grandi alors dans un milieu, alors dans une ville huppée, dans un Non, milieu moi j'ai privilégié, vécu dans un quartier, t'as vu... j'ai vécu les deux. Ok, J'ai vécu dans une maison traditionnelle assez grande ok. de ma ville, mais bon, c'est des maisons, comment te dire? Mitoyenne, Ouais, voilà, c'est ça. les C'est trucs, des maisons de ville, quoi. des maisons de ville. C'est des maisons de Parce ville, que donc nous, en Île-de-France, on a certaines villes qui ont cette impression de donner aux gens d'être propriétaire. d'être Ouais. propriétaires, mais en fait, c'est des barres HLM, mais moi, je dis de manière horizontale. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tout est collé. Non, C'est lotissement, tu vois. Et, la maison dans laquelle j'ai grandi, elle était pas mal, mais elle était détruite. Et d'ailleurs, quand les gamins passaient devant chez moi, ils se foutaient de ma gueule quand j'étais gosse, les copains d'accord. d'école, en disant ah, c'est la maison du clodo, etc. Parce qu'elle était de façade, elle était détruite, à Ouais, ok. l'intérieur, c'était détruit. C'était compliqué. Hein. Je te fais pas Cosette, mais chez Non, nous, il y non, avait non, pas. non. Mon père, il avait trouvé un moyen pour faire des économies d'eau. Il n'y avait pas d'eau chaude. Hein. D'accord, ok. Ah ouais, ok, Donc, ok. Ah ouais. donc c'était assez. Donc, c'est pas la cuillère en argent et Non, c'est non, pas les non, draps en soie, en très tout cas. compliqué. Et puis Ok. à un moment donné, parce que j'ai pas bien connu ma mère, mais j'ai vécu un petit peu avec ma mère à l'âge de 18 à 20 ans. Là, elle habitait dans un D'accord, quartier ok. populaire, une ZUP. D'accord, ok. J'ai fait mes T'as premières t'as- armes. t'as baroudé un petit J'ai peu. fait, j'ai fait le loupard des T'as quartiers. fait, voilà, voilà. T'as fait la Kaira, on dit la Kaira du quartier. Ouais, Non, parce que tu te cherches à un bien moment sûr, bien donné. sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, et du coup, tu, tu passes ton bac, Hmm. tu rentres dans la vie active, tu fais ton Ouais. année sabbatique, tu te dis, je vais travailler, je Ouais. vais faire l'entrepreneuriat. Comment ça se passe? Bah, l'entrepreneuriat, je pense que c'était inné en moi depuis très longtemps. J'avais toujours une appétence à cette activité. Maintenant, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Je ne vais pas te raconter étape par étape, Alors, mais non, si non, tu veux une fois. deux questions. Quand tu dis que tu as une appétence pour l'entrepreneuriat, est-ce Ouais. que c'est parce que tu te dis, c'est un moyen qui va me permettre d'accéder à, à des biens, à une richesse, ou en tout cas, c'est une vision quand on a, type un peu Bernard Tapie, puisque c'est un peu l'icône de notre époque. Ah ouais, moi, c'était complètement mon icône. Alors, Ou encore, excuse-moi, ouais, je la t'écoute. deuxième partie de la question, ou encore plutôt de se dire, je suis un peu inadapté. Je sais que quand Hmm. je commence un taf, les règles, les gens qui me parlent mal, le patron qui se comporte pas comme avec mes codes, ça passe pas. Et donc, je suis peut-être plus allé Ouais, être mon propre patron. Donc, c'est pour ça que je te pose la tu question. as un peu tout dit sur les deux trucs. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, j'ai vu les huissiers débarquer chez moi, donc Ok. j'ai senti cette condescendance et cette autorité vis-à-vis de mon père, qui était impuissant face à des gens qui lui disent bah, tiens, on va prendre le canapé, ça vaut rien. Enfin, Mmh. et donc ce sentiment d'injustice, je l'ai vécu et je l'ai connu et je me suis dit jamais je vivrai ça. Malgré tout, je l'ai quand même vécu plus tard dans ma vie de jeune adulte. Et puis aussi parce que j'étais pas adapté au système. Je t'ai dit l'école c'était impossible, donc un patron c'était pas possible non plus Non pour plus. moi. Il fallait que je crée. Et puis moi j'aime bien, tu vois, je suis très peu, je suis pas le genre à être, même si là récemment je viens de le faire, mais je suis pas un business angel. J'aime bien créer. J'aime Ok. bien créer ma marque. Tu vois, je me franchiserai pas, mais je serais franchiseur plutôt. Tu vois, j'aime bien être à l'idée et Du au concept. départ du concept, si tu veux. Donc, la façon de devenir un entrepreneur s'est fait naturellement, si tu veux. Ok. Et donc, tu te rappelles peut-être pas du déclic qui fait que tu te dis, allez, j'y vais, puisque c'est plutôt naturel, ou tu Ouais, as un c'est tournant naturel. quand même, ou t'as quand même un Non, tournant. non, non, il n'y a pas de tournant, c'est vraiment naturel. Ok. Je me vois pas postuler pour quelqu'un, je me vois pas Ok. travailler avec des gens où j'ai cette condescendance, moi, de me dire je suis plus intelligent qu'eux. Et je serais allé naturellement à créer mon propre business. Ok. Et du coup, tu vois, à cette époque-là, moi, j'étais fan des magasins Foot Locker, hein, tu vois, Hmm. toujours l'esprit un peu racaille. Non, Et tu sais qu'on dit quoi? On dit que la banlieue influence Paris, Paris ouais, influence le monde. Donc du coup, exactement. pas Non, de non, souci. C'est mais ces magasins-là m'ont énormément fasciné, influencé. Et au lieu d'aller travailler chez eux, même si j'y ai travaillé un petit peu, Hmm. c'est une semaine ou un truc comme ça, bah, j'ai décidé de créer moi ma propre boutique qui s'y ressemble, avec ma propre identité, etc. Ok.
Et donc, quand tu lances cette boutique-là, tu la lances seule, tu la lances avec quels moyens? Puisque Avec justement, rien. avec rien. Ok. Ouais, avec rien, avec un local tout pourri, mal placé, Ok. avec des aides régionales. C'est-à-dire que je passe des concours pour avoir 6 000 balles par-ci, 10 000 balles par-là, des prêts à taux zéro, des choses comme ça, tu sais, pour m'acheter un petit peu de stock. Ok. Et ouais, grosse. Un associé, quelqu'un avec toi? Rien du tout. Tu vas solo. Là, j'y vais solo. Et tu te dis pas, je prends un gros risque. En gros, je vais devoir de l'argent parce qu'en général, ce type de prêt, si je dis pas de bêtises, ça peut être des prêts à taux zéro ou des prêts d'honneur. C'est sur, prêts d'honneur. voilà, c'est sur toi. Du coup, le prêt, c'est sur ta tête. Ouais, Donc, ouais. tu vas, tu te poses pas de questions. Pas une question que je me suis posée. La question que je me suis posée, c'est comment je vais faire pour vendre une paire de baskets dans une rue où il n'y a personne qui passe. Ça, c'était la question que je me posais. Donc après, progressivement, j'ai changé de local. J'ai trouvé un local où il y avait un tout petit peu plus de monde qui passait. Et puis après, moi, dans ma ville, il y a eu une galerie marchande qui s'est développée. Ils voulaient faire venir Footlocker, et j'ai insisté pour que ce soit moi à la place de Footlocker. Mais c'est que ça marchait un petit peu, parce que pour pouvoir te déplacer... Non, parce que je pense que le gars que j'ai eu en face de moi, j'ai été fort de propositions et de convictions. Et j'avais une vision en tête, il fallait absolument que je sois dans cette galerie. Et quand je suis arrivé dans cette galerie, effectivement, mon magasin, il a pété. Et c'est à quel âge? 24 ans, 25 ans. Ok. Ouais. Donc, tu commences avec ce magasin, c'est tes premières armes, des salariés déjà à l'époque? Ouais, bah, pas le choix, hein. Tu commences à recruter, puis très vite, moi j'ai la folie de l'expansion, parce qu'un magasin, je me dis c'est très bien, mais ça va pas nourrir mon envie à devenir un entrepreneur à la Bernard Tapie. Donc, si tu veux, moi c'était logique que t'en voulais pour plus. moi, il fallait décupler, si tu veux, le business. Et du coup, je suis parti sur un deuxième dans la même galerie, puis un troisième. Je devais aller sur une ville qui était Amiens, et finalement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un lobby de personnes assez puissantes sur Amiens qui m'ont empêché de venir. Et du coup, pour me donner un os à ronger, ils m'ont envoyé sur Cambrai, et Cambrai, ça a été la catastrophe. D'accord. Du coup, c'est quoi? C'est des notables de la ville qui en fait, voyaient un jeune face grandir. À moi, il y avait un Intersport, et le mec d'Intersport, le PDG de cette franchise, était très ami avec le maire de la ville. Et puis quand il a vu un magasin porteur comme le mien qui allait s'implanter juste en face de lui, il a dit non, Du coup, tu n'avais pas fait de relations sociales avec les élus? Non, mais par contre, j'ai compris vraiment où était le pouvoir. D'accord, ok. À ce moment-là, j'ai compris où était le pouvoir. À ce même moment-là, en plus de ça, je me souviens d'un de mes magasins, il avait 3 semaines d'ouverture, j'ai un contrôle fiscal qui tombe. C'est fort pour 3 semaines d'ouverture. Donc ça sent en fait finalement le truc un peu télécommandé, téléguidé. Complètement. Même le mec, quand il est venu pour me faire le contrôle, il m'a dit on a reçu trop de lettres de dénonciation pour... Puis à l'époque, je t'en parlais tout à l'heure en off, je vendais la TN Requin qui était exclusivité chez Footlocker. Et j'ai eu les gendarmes, j'ai eu tout le monde pour vérifier si c'était pas de la contrefaçon, etc. Ouais, parce qu'en fait, c'était un modèle qui était contrefait. Il y en avait partout à Clignancourt, il y en avait partout mais dans les marchés de province. n'avait aucun droit d'avoir cette basket. Et moi, ayant contourné le système... Comment ça, ils n'avaient aucun droit, les boutiques officielles? Tu prenais n'importe, je sais pas, un Sport 2000, un courir. N'avait pas le droit, parce que c'est exclusivité Footlocker. Ça n'avait pas le droit d'être dans un shop autre que Footlocker à l'époque. Ils l'ont ouvert depuis le temps. Bien sûr. À l'époque, c'était vraiment leur exclusivité. Footlocker, j'ai pas souvenir là. Ok, d'accord. Et toi, tu te retrouves du coup à la vendre, alors qu'il y a l'exclusivité. Donc bon. C'est ça. Donc alors du coup, ça met la lumière sur mon shop, et puis du coup je marche plutôt bien. Alors après, je suis jeune, je sais pas, je suis mauvais en comptabilité. Enfin, en tout cas, j'ai pas pris les notions suffisantes. Je fais plein d'erreurs. Je me prends pour je sais pas qui. J'ai la tête qui gonfle parce que je gagne un peu de fric. Je roule en 206 cabriolet Roland Garros. Alors imagine, pour moi à l'époque, c'est la Lamborghini de l'époque, tu vois. Donc j'ai l'impression. Pour tout le monde. J'ai l'impression d'être quelqu'un, tu vois. Ok. Et puis très vite. Dieu merci, je liquide. Ah, tu liquides, tu dis Dieu merci? Ah ouais, Dieu merci. Ouais. Attends. Déjà, c'est une question d'humilité, parce qu'il était temps de me ramener à la raison. Et puis parce que c'est comme ça que ça m'a appris, si tu veux, à refaire du business, mais de manière performante.
Ok, surprenant parce que je me dis que si tu te retrouves dans cette situation à liquider ta première affaire, en plus je suppose que ça va être un peu ton bébé et tu t'en parles avec détachement comme Ouais, ça, c'est que tu as dû en apprendre plein de choses du coup. ouais, bah, complètement. Mais t'apprends dans la souffrance, t'apprends dans les erreurs, t'apprends dans les échecs. Ok, Beaucoup plus que quand mon magasin shootait plein de baskets et que tout allait bien pour moi, si tu veux. ok, ok. Et tu te dis, je continue dans l'entrepreneuriat? Parce que là, Non, entre guillemets, c'est pas un vrai échec parce que comme on dit, on apprend des échecs ouais. et limite, c'est soit des victoires, soit on apprend. Donc, je suppose que tu as dû te poser la question quand même. Je fais quoi Bah, il y a un moment donné où, en tout cas, il faut survivre. Ok, Je ferme les boutiques, t'es un entrepreneur, t'as rien. Donc ok, je vais chercher du RSA. ok, ok. Donc, Bah oui, c'est vrai qu'on n'a aucune protection sociale. Donc, non, t'as rien. ok. Tu vas chercher le RSA Je vais chercher le RSA. comment tu rebondis Bah, parce je que. rebondis pas, en fait. Alors, encore une fois, j'ai la chance d'avoir ma femme Ok, qui, elle, est infirmière. ok. Donc on vit sur son salaire, si tu veux. Du coup, On vit sur son salaire et puis moi, je commence à faire du poker à droite à gauche d'accord. Donc, pour vivre. entre-temps, parce que tu nous as dit que tu étais seul, tu Ouais. rencontres quand même ta femme, tu Ouais. commences à créer une vie de Ouais, famille, de alors couple. Ou de j'étais couple. en couple avant sur mes magasins avec D'accord, la mère de ma fille et puis après je me suis mis avec la mère de mes deux fils. d'accord, ok. Ah, c'est intéressant parce que souvent les entrepreneurs, on les perçoit comme des célibataires, surtout à cet âge-là. Non, Dans non, la moi je me suis vingtaine. mis en couple très très jeune. J'ai eu un enfant à 24 ans. D'accord. Donc ouais. Alors du coup, comment on, on allie vie de famille finalement et entrepreneuriat parce que là, pour le coup, tu vis tout jeune, Je vis tout Hassan. jeune. Ouais, ouais. Je vis plein de vies. Mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est bien. Et puis là, Ok, même avec mes deux fils qui ont aujourd'hui 13 et 12 ans, je vis tout avec eux. J'ai tout vécu avec eux. Ils sont ok. tout le temps dans mes business. Ils me suivent partout. Donc quand tu liquides, tu te cherches un peu. Ah non, je me cherche pas. Je cherche à manger. Je me cherche pas. Je me cherche pas, mais par contre, je dis à ma femme, tu vas voir, on va devenir très très riche. Alors comment on arrive au Hassan qu'on connaît aujourd'hui? Ouais. Ah, là, il faut que tu nous fasses. Waouh. Bah Qu'est-ce qui déjà, s'est passé? on dit merci à sa femme parce qu'elle allait travailler pour un salaire qui faisait quand même 1500, 1600 balles à l'époque. Elle était aux urgences à l'hôpital. D'accord. Moi, je postulais à droite à gauche j'allais chez Decathlon, j'allais chez Action. Enfin, j'essayais de trouver un job pour bouffer, mais personne ne voulait de moi. Ok. Pourquoi? Je suis un entrepreneur. Alors déjà, je suis un connard, ça joue un peu. Et puis, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, moi, j'ai été confronté à un mec avec une condescendance infinie vis-à-vis de mon CV, en me disant, votre magasin, il n'a pas tenu. Vous n'êtes pas capable, en Ouais. fait. Je postulais pour être chef de rayon. J'avais Parce que, mal au ventre, quoi. parce que en France, alors, surtout à l'époque, Hmm. louper Ah oui, du coup oui. une Alors affaire. déjà, l'état d'esprit français, il est loin d'être le même de manière anglo-saxonne. Hmm. Et on parle de ça il y a quasiment 20 ans. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Donc si tu veux, aujourd'hui, Limite, quand tu loupes ton affaire, il y avait c'est pas t'es un Internet, il y avait voleur, pas toutes t'es un les- tricheur, Ah ouais, j'étais un escroc. t'es un escroc, Ouais. Un raté surtout. ouais, Au-delà d'être un escroc, j'étais un raté. J'avais coulé une boîte. Dans la Ok. tête du salarié de Decathlon, c'était impossible qu'on coule une boîte. D'accord, ouais. Ils n'arrivent pas à comprendre Non, ils n'arrivent pas et à ils te laissent comprendre. pas ta chance. Donc, finalement, tu bosses nulle part. Je bosse nulle part, je dis à ma femme, écoute, c'est mort, je peux pas travailler pour qui que ce soit. Par contre, je vais rentrer un peu d'argent. Je faisais les allers-retours à Saint-Amand. J'étais pas mal au poker, donc Ok, tu joues au poker. Ouais. je jouais au poker pour vivre. Ok. Je jouais même pas au poker Ok. par passion, par amour. Mais vu que j'avais une certaine facilité avec ce jeu, il fallait que je trouve de l'argent. Et Je voulais pas dealer, je ouais, ce voulais que j'allais dire, pas. tu as tout compris. C'est-à-dire Tu que vois, dans ces situations-là, ouais. souvent, d'où on vient, on est plutôt appelé à la facilité, tu vois, aller vers des choses. Et toi, tu Ouais. te dis non, je construis ma vie de famille, Ouais. c'est pas ce que je vais faire, donc je vais Après, aller. j'ai commencé à acheter des iPhones, je les ai revendus Ouais, faire deux, au trois. coin de ma rue. Ouais, Après, je me suis mis sur les bagnoles. Les bagnoles, ça marchait pas. Et puis après, grâce au salaire de ma femme, on a pu acheter une première baraque. d'accord.
Et donc, c'est là que tu commences à rentrer dans l'immobilier. Ouais. Ok, tu achètes une première baraque, mais c'est... quand tu le dis, là, parce que tu l'as posé comme ça, Ouais. donc je me dis, quand tu dis ça, ça veut dire, tu rentres dans l'immobilier ou c'est juste, c'est une première baraque pour te structurer Non, je rentre dans l'immobilier avec quand même une notion assez simple. L'immobilier, on parle de gros sous, tu prends n'importe quelle fortune dans le monde, et même juste à petit niveau en France, n'importe quel entrepreneur ou n'importe quel industriel, tôt ou tard, c'est pour placer son argent dans de l'immobilier et la pierre. Donc posséder des terrains, posséder du bâti, c'était une obligation et je savais que ce levier allait tôt ou tard m'amener à de la richesse. Ok. Et du coup, vous achetez cette maison. Comment tu te retrouves à devenir du coup marchand de biens parce que je sais ce que tu es. Je sais que moi, j'ai tout fait en fait dans l'immobilier. Alors, marchand de biens, ça fait partie de mes casquettes. Ok. Investisseur, c'est une activité alors qui n'est pas reconnue. C'est pas un métier type d'être investisseur, mais investisseur immobilier, ça fait partie de mes casquettes. J'ai fait tout type de location, de la location courte durée. J'ai fait de l'hôtellerie. J'ai eu un hôtel. J'ai fait des opérations sur d'autres hôtels. Mais du coup, comment tu structures ça? Est-ce que c'est des projets genre un peu individuels qui se transforment en projets entrepreneuriaux? Honnêtement, quand j'ai commencé, il n'y avait rien de structuré. Ouais, c'est ça que je veux essayer de J'achète comprendre. une maison, Vas-y. je l'achète pas cher. Dans ma ville, c'était vraiment des très petits prix. Pour te donner un ordre d'idée, j'achète une baraque de 50 mètres carrés à 35 000 euros. Ah ouais. Donc c'est vraiment des petits prix. Je fais 15 000 euros de rénovation en tirant les prix avec les professionnels du bâtiment. Et 2 jours après qu'elle soit finie, on la revend 70 000 euros. D'accord. Donc, Et oui. quand je rationalise, moi, à l'époque, mon RSA qui est de 426 euros par mois à 20 000 euros fait en si peu de temps, je me dis, dis donc, il y a un truc à faire. Mon marché est propice. En plus, il est propice à des cassos comme moi. Quand tu dis ton marché, c'est-à-dire ta ville? Ouais, ma ville, parce que c'est un marché avec un prix au mètre carré très bas. Moi, même avec le salaire de ma femme, aller investir... là, on est rue Wagram, j'aurais pas pu. Ah ouais, c'est impossible. C'est impossible. Par contre, chez moi, le terrain de chasse, il était magnifique. Okay, avec 1 500 euros, tu peux effectivement. Je pouvais faire plein de choses. Et puis le marché, il était un peu au ralenti. Et puis, il y avait pas mal de choses à rénover. Et donc, je me suis lancé à corps et âme là-dedans. Alors, est-ce que tu peux nous dire, étape par étape, sans être dans quelque chose j'allais dire, de précis, mais c'est quoi les étapes pour que tu arrives à marchand de biens et après avoir tout ce que voilà, c'est quoi un peu tout. Après, moi, je suis rentré en agence. Ok. Pour là gagner un peu ma Donc vie, première étape, ok. J'achetais des maisons, je les retapais, je les revendais, je prenais l'entièreté de la plus-value, je la remettais dans une autre, je faisais une plus grosse plus-value, etc., etc. En parallèle, j'ai acheté des biens là pour la location, et puis à un moment donné, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que au lieu de le faire comme monsieur et madame tout le monde qui achètent 1, 2, 3 biens au cours de leur vie, moi, j'en achetais au cours du mois. Tu étais un peu dans ce qu'on appelle la théorie des effets cumulés, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et il faut, pour lever de la dette, il faut être quand même plutôt bankable. Il faut être bankable. Ma femme, elle avait un scoring bancaire qui était intéressant. Ok, ah oui. CDI. Parce que j'allais dire, toi, tu avais quand même ton ardoise, entre guillemets, en tout cas, tu avais ton histoire avant, donc c'était un peu peut-être compliqué pour toi. Moi, j'étais insolvable pour eux. Et après, même quand je me suis mis indépendant, j'étais pas intéressant. Okay. Donc en fait, Dieu merci qu'elle ne m'ait pas quitté à l'époque, avec l'entièreté du patrimoine. Mais ouais, non, c'est... Et après, pour même accélérer encore le processus, je lui ai dit, bon, infirmière, c'est bien, mais infirmière libérale, le scoring, il est encore un peu meilleur. Mieux. Donc tu vas aller travailler pour faire infirmière libérale. Pour aller lever de la dette. Pour lever encore plus de dettes. Ouais. Ok. C'est quoi, du coup, ta stratégie après que vous avez pu constater que c'était possible? Parce que je pense qu'il y a un moment où tu as un déclic, tu te dis, ok, là... On tient quelque chose. Est-ce que tu te dis, je structure tout de suite, tu vois? Parce qu'au début, tu testes, tu vois, tu dis, attends, 20 000, 30 000, ok, c'est cool. On est en train de voir que ça fonctionne. Mais bon, le notaire, il nous allume, les impôts, ils nous allument. Il faut structurer pour gagner un peu. Ouais, mais à l'époque, j'étais pas dans cet état d'esprit. On est en quelle année? Toi, t'as quel âge? Je suis en
2012, 2013. Ok. Ouais, j'ai 30 ans. Ok. Ouais. Et là, tu y vas à fond? Ah ouais, j'y vais sauvagement. Sauvagement. Ouais, j'y vais sauvagement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'une fois, je faisais un podcast avec quelqu'un que j'avais connu à cette époque et qui disait tu faisais même méchant. D'accord. Et je pense que j'étais tellement déterminé à atteindre certains objectifs que, effectivement, j'étais très, très, très dur. Et je me suis imposé une rigueur très, très dure qui m'a causé beaucoup de soucis de santé et autres problèmes. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ouais. Objectif. Ouais. Tu as dit j'avais des objectifs. C'était quoi tes objectifs quand tu avais 30 piges, justement? Ils se sont toujours après repoussés et dépassés. Si tu veux. Alors, quand tu fais faillite, moi je dis à ma femme, on va devenir millionnaire. Quand tu fais tes premiers 10 000, tu es content. Quand tu fais tes premiers 100 000, tu es content. Quand tu fais ton premier million, tu es content. Puis qu'après, tu te dis, par palier, du coup, tu y allais. On va aller chercher le 2, 3, 4, 10, Magnifique. 15. Et puis après, tu t'arrêtes plus, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et 2013, on commence à se voir sur les réseaux sociaux. Ouais. D'accord. Comment ça se passe? Même avant, sur les réseaux sociaux, j'avais un blog. D'accord. Ouais, ok. Qui s'appelait Le Rêve Américain. Ah, ok. C'est pour ça l'adresse mail. Exactement, magnifique. Ouais. Ok. Quand tu rentres sur les réseaux sociaux, tu vas pour, entre guillemets, engager des gens comme toi dans ce que tu as compris. Ouais, peut-être, mais je sais pas trop. Ah j'y vais parce que j'ai personne à qui raconter mes aventures. D'accord. Et que écrire, ça me plaisait à l'époque. Et tout ce concept de créer un blog, au début, ça m'a plu. Il y avait des formations là-dessus, tu vois, de comment créer un blog, etc., etc. Et puis en plus de ça, quelque part, on pouvait peut-être même le monétiser. Alors, j'ai jamais réussi. D'accord. Mais je trouvais l'idée vachement intéressante. J'ai appris pas mal de choses. J'étais au fin fond de ma cave avec un pote à moi qui se reconnaîtra. Il s'appelle Jamel. Lui aussi, il avait créé son blog au même moment. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu péter son blog. On avait trouvé un nom incroyable qui s'appelait en mode bio.com et on aurait pu faire un blog super sur l'état d'esprit du bio. Je te parle de ça en plus. D'accord, à une époque où il n'y a personne, c'était pas la hype. Ouais, c'était pas la hype du bio. Et moi, je faisais de mon côté le rêve américain. Sur l'immobilier. Sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, puis mon parcours un petit peu d'entrepreneur en France où je voulais transporter un peu cette idée. Moi, j'ai grandi avec les films de Stallone, j'ai grandi avec Rocky, avec cet état d'esprit du mec au fin fond du caniveau peut réussir et tout est permis. Et tiens, si on le transportait avec le rêve français. Bon, le Covid, il m'a rappelé à pas mal de choses sur la France, mais moi, j'étais très, très patriote là-dessus et je pensais donner un élan à travers ça. Ok, et moi, je te vois, alors je sais pas, je pourrais pas dire exactement quelle année, hein, je vais être très franc, je sais que c'est des années 2010, je dirais plutôt vers la fin, 2016-2017, on voit tes vidéos. C'était ma hype, là. Ouais, c'est pour ça. Ok, bah tu vois, on voit tes vidéos, pas beaucoup. Tu parles franc, tu rentres dedans. Qu'est-ce qui fait que tu y vas comme ça? Est-ce que c'est parce que tu te dis ça marche, tu as trouvé le hook qui fait que c'est l'accroche et les gens voilà, ou est-ce que c'est parce que ce que tu vis sur le terrain te donne cette niaque et voilà. Je sais pas trop. Ok. Là, vraiment, avec le recul, 5 secondes, impossible de te dire. Effectivement, mon audience, elle commence un peu à marcher. J'ai de plus en plus de clients. Je fais des séminaires immobiliers en faisant 3 mails. Ma salle de 250 à 300 personnes, elle est remplie. Bah ouais. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait 8 ou 9 séminaires. Et un jour, j'avais plus l'envie d'en faire, mais je me disais, j'en ai peut-être quand même encore besoin parce que j'ai des choses à dire ou à proposer. Et j'avais beau faire des stories, des vidéos, tout ce que tu veux, plus personne venait. Plus personne. Ok. Donc il y a le marché aussi qui te ramène à ça. Et ouais, je pense que j'étais plus ni dans le game, ni dans le coup. Ouais. Ok. Ouais. Je pense que c'est comme tout et tout le monde. En fait, il y a des cycles. Tu as des cycles. Et mon cycle et mon bout de chemin étaient arrivés aussi avec ça. C'est-à-dire que, en plus, j'aimais pas ce que j'étais en train de faire, de travestir parfois même un petit peu. Tiens, ça je peux le dire, ça je peux pas le dire, j'ai envie de parler de tel sujet. Et finalement, ça tournait un petit peu en boucle, en rond. Et voilà.
2018, on est 2017-2018, les taux sont bas. Non, 2020, les taux sont bas. 2020, les taux sont bas. Les taux sont vraiment bas 2020-2021. Oui. Où là, en termes immobiliers, j'ai fait des chiffres indécents. Ce que j'allais dire, c'est une période là, fin 2010, début 2020, où l'immobilier c'était en pétard. En gros, pour te donner un ordre d'idée, un équipier chez McDo pouvait s'acheter un appartement limite à 100 000 balles. Ouais. Sans apport, sans rien, un taux négatif. Ah ouais, t'avais les crédits à 110%. Ouais, voilà, si tu veux, c'était limite open bar pour tout le monde. Ok. Et du coup, tout promoteur que je suis, tout le monde s'est régalé pendant cette période. Alors, on en a discuté un petit peu. Donc, tu étais marchand de biens, tu avais une boîte de BTP. Plusieurs boîtes de BTP. Tu avais du coup aussi des restos. Tu avais une agence immobilière, du coup. Ok. Ça se structure comment? C'est à quel moment? 2017-2018. Où je lance vraiment beaucoup de choses. Tout en même temps? Trop de choses même. Et ça va en même temps avec cette hype que tu avais du coup sur les réseaux? En fait, tout. Peut-être, ouais. Ça poussait quoi derrière? Ça poussait. C'est moi qui poussais aussi les choses. J'avais envie de goûter à tout, j'avais envie de tester tout. J'avais une énergie qui me permettait d'aller sur plein de choses. Et puis à un moment donné, tu peux pas travailler 25 heures sur 24 et pas en subir les conséquences. Ok. Et du coup, comme mes faillites m'ont ramené à la raison, des grosses claques aussi financières. Tu vois, par exemple, je me souviens de l'année 2023, j'ai dû perdre à peu près 700 ou 800 000 euros sur l'année. C'est l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Parce que quand on est 2023, je dis, mais attends, c'est l'année dernière. Ouais, l'année dernière, ouais. Enfin, maintenant, on va être en 2025. C'est vrai. Mais 2023, je prends une claque monumentale. Je ferme resto, j'ai des investissements qui se pètent la gueule. Je vends des biens à perte. Je suis dans une situation un peu... Crise immobilière aussi 2023, hein. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde a pris une claque et puis ça ne s'est pas encore redressé correctement. Mais j'avais déjà une assise tellement confortable que je te dis, je perds 800 000, je prends une claque. Mais c'est pas ça qui m'a affecté. Mais quand tu fermes des boîtes, parce que tu en as fermé, si j'ai compris, même aussi dans les années 2010, c'est quoi les motifs? Qu'est-ce qui fait que tu fermes des boîtes? Est-ce que c'est parce que tu mènes tout de front? Ou est-ce que c'est parce que tu t'envoies des ballons d'essai, tu regardes et tu dis tiens, ça marche pas? Alors, c'est quoi ta technique? Je pense que je me suis aussi mal associé. Ok. Ça, c'est des choses que je ferai plus. J'ai fait aussi pas mal de choses que j'aimais pas faire. Donc ça joue aussi énormément sur... Et puis j'ai fait aussi trop de choses, c'est-à-dire que faut aussi concevoir que monter une boîte en France, c'est pas comme si je te montais une boîte à Dubaï. Monter une boîte en France, elle est faite pour être complexe. Tu as l'administratif, tu as le fiscal, tu as le juridique, qui fait que ça te demande un temps très efficient sur ton business. Donc si tu montes une boîte, une deuxième, une troisième, qui plus est derrière, où il y a ces problématiques, mais que tu rajoutes du RH, ça commence à devenir complexe. Ça commence à devenir très, très compliqué. Ouais, mais d'un côté, tu te dis, tu as des opportunités. Parce que si tu y vas, c'est que tu te dis, attends. Non, si j'y vais, c'est que j'essaye aussi. Ok. Je ne sais pas si c'est des opportunités. Je teste, je crée. Je suis convaincu de la marque que je lance. Elle marche, elle sait bien. Elle ne marche pas. C'est un peu comme tu nous disais au début. Tu t'aimes créer, tu as une idée et... Est-ce que tu lances tes boîtes un petit peu comme ton magasin, finalement, sans études de marché Mais je pense que d'ailleurs, même les études de marché, c'est un peu surfait. Quoi. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un peu de la branlette. Ça permet de rassurer les gens. Oui, ça te donne quelques données, mais... ça rassure les gens, ça rassure les banquiers. La réalité, oui. C'est pour eux. Ouais. Ah, tu vois, regarde, la fois dernière, là, j'ai investi dans une boîte de diagnostic. Okay. Et on a ouvert le compte avec mon banquier historique et il nous a quand même demandé un prévisionnel alors que je mets en capital social 100 000 euros. Et que le diagnostic, c'est 80% de marge et c'est que de la prestation de service. Et qui te connaît depuis des années. Et qui me connaît, connaît mon scoring et ce qu'il y a derrière. Mais parce qu'il faut qu'il réponde à des normes et à des cases et les banques, c'est très formaté et c'est de plus en plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Ok. Tu nous as parlé durant cette période de plusieurs points qui ont fait que
pour toi, ça a bugué, en tout cas, ça n'a pas matché. Tu nous as parlé de la multigestion, la gestion RH. Sur la partie RH, est-ce que tu peux Oh là là. développer un petit peu? Attends, parce que j'ai encore des salariés, alors faut pas que je dise des conneries. Non, mais c'est pour parler de ces salariés-là, justement, sur les autres boîtes. Comment tu fais pour recruter? Est-ce que tu as des skills? Est-ce que tu as des techniques maintenant, aujourd'hui, avec ton recul? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, du coup? Il y en a tellement, il y en a tellement. Bah déjà, qui viennent à l'entretien, c'est déjà bien. Moi, je suis quand même dans une zone tellement sinistrée où je me suis retrouvé face à des gens qui venaient pas à l'entretien, qui me donnaient des CV où il y avait de la pisse du chien dessus. Ah ouais. Donc tu tombes face à une population parfois qui est très compliquée à gérer. Tu vois, par exemple, quand j'avais l'hôtel, il fallait que je trouve des gens pour être... parce que j'ai fait un hôtel qui, en plus de ça, a été classifié 4 étoiles. Ok. Donc pour être 4 étoiles, tu as des normes que de demande à tout France. C'est l'organisme qui valide le nombre d'étoiles en France. Et donc là, on est dans moyen haut de gamme. Il fallait des salariés qui parlent anglais. Ah ouais. Moi, déjà, dans ma ville, ils parlent picard. C'est du ch'ti? Non, c'est pas du ch'ti. C'est pas du ch'ti? Attends, c'est pas la même chose. D'accord. Mais ouais, c'était compliqué de trouver des nanas ou des gars qui avaient un anglais correct. Ok. Donc, des tips pour recruter, pas vraiment. Mais si, il y a un truc, la fois dernière, j'en parlais à un de mes associés, là, justement, dans la boîte de diagnostic. Il est en train de chercher une secrétaire. Et puis, il me dit, j'ai trouvé elle, machin, cela. Je dis, OK. Elle me dit, en plus, ça se passe mal avec son ancien boss. Elle m'a dit qu'il était ceci, il était casse-couille. Je dis, tu la prends pas. Bah ouais. Je dis, pourquoi? Il me dit, pourquoi? Si tu la prends pas, elle te parle de son patron actuel. Qu'est-ce qu'elle dira de toi? Bien sûr. Tu la prends pas, terminé. Ok. Donc après, non, c'est surtout du feeling. C'est du feeling, ok. Ouais, je pense que c'est du feeling. Tu sais, même comme tous les mecs qui te diront, ouais, est-ce qu'il y a des tips pour bien s'associer? J'en sais rien. J'allais t'en parler. Il y en a aucun, en fait. Regarde, moi, je te prends un exemple. Tu nous parles quand même du fait qu'avec ta femme, ta compagne, vous avez mené plein de choses de front. C'est un peu ton associé. Alors, ça, c'est mon associé première, mais encore une fois, même quand tu choisis ta femme, est-ce que tu as une garantie à 100% que ça va être la femme qui va vivre avec toi toute ta vie? Bien sûr. Donc, un associé, c'est pareil. Que tu montes une SCI, que tu montes un business physique ou un business en ligne et que tu t'associes avec quelqu'un, tu n'es pas sûr que demain, ça se passe bien avec lui. Ce qu'il faut faire, au même titre que quand tu te maries, il y a des règles à faire, c'est-à-dire que tu fais des statuts en bonne et due forme, tu prends un avocat spécialisé en droit des affaires et tu fais un pacte d'actionnaires. Mais malgré tout ça, tu peux encore avoir des difficultés. Mais quand même, si tu te dis les pires choses avant de commencer, moi j'aime bien cette idée de penser au pire. Et si les choses se passent bien après, bah, tant mieux. Tant mieux. Mais j'ai toujours une vision de mon business model, de mon association, de mon recrutement, comme s'il allait se passer le pire des choses. C'est-à-dire que même si demain je te recrute un salarié, dans ma tête, je vais penser quand est-ce qu'il m'amène au prud'homme. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il ne m'y amène pas, bah, tant mieux. Donc tu prévois au cas où. Ouais, et je pense que les 2 personnes, ou les 3, ou les 4, ou les 5 personnes qui vont s'associer sur un business, qui se disent les pires saloperies au départ. Mais tu vois, quand tu parlais du pacte d'actionnaires, je le compare un peu au contrat de mariage. C'est ça, c'est la même chose. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand tu choisis ta compagne, tu vas quand même regarder pas mal de choses avant de te dire ça va être la mère de mes enfants, je vais passer tant d'années avec elle. Et donc finalement, c'est un peu à cette image-là que tu vas peut-être t'associer avec des gens. Et quand tu dis ça, ça me fait penser au fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont des fois aller juste sur du feeling avec les associés. Je m'entends bien avec lui, je passe des bonnes soirées avec lui, c'est un bon pote, on est supporters de la même équipe. Ouais, alors déjà, si tu passes du bon temps... Non, moi, il y a un truc qui aujourd'hui sur lequel je fais attention, c'est... alors, on a tous un curseur de moralité qui est différent. C'est-à-dire que voilà, on estime que ça, c'est bien, et puis à degré moindre, toi, tu vas estimer que c'est moyennement bien, etc. Mais si globalement, j'ai face à moi quelqu'un qui évoque un peu les mêmes valeurs que les miennes, qui a un petit peu peur de la vie après la mort, qui est dans une dynamique un peu semblable à la mienne,
je me dirais qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne-là. Quelque part, j'ai moins de chances qu'elle me vole, moins de chances qu'elle me fasse un coup tordu, ou moins de chances. Mais parce qu'elle a des principes similaires. Ouais, des principes similaires. Et puis, par rapport à l'entrepreneuriat, excuse-moi, je veux juste rajouter quelque chose. Il faut vraiment que la personne, c'est dans son ADN. Moi, je me suis associé avec des gens, par exemple, tu vois, avec qui ça s'est très mal passé parce qu'ils avaient un ADN de salarié et qui ont voulu vivre cette vie entrepreneuriale, mais elle n'était pas faite pour eux. Parle-moi-en de ça, explique-moi, parce que c'est intéressant. Je suis en procès avec eux, donc de rentrer en... Ok, d'accord. Non, mais sur le concept, salarié et finalement entrepreneur, parce que tu dis qu'il y a un ADN. Alors, je ne suis pas exactement d'accord avec toi, parce que je pense que, en fait, on ne peut pas tous devenir entrepreneurs, mais en tout cas, on peut tous s'approcher de quelque chose qui représente à l'entrepreneuriat et à la liberté. Soit effectivement, tu es plus fait, c'est mon point de vue, hein, mais fait pour être peut-être un solopreneur avec ton propre projet. Tu peux être peut-être un libéral, c'est pas un entrepreneur, mais voilà, ou encore quelqu'un qui vend du service, comme un micro-entrepreneur. C'est pas la même chose, ou encore dans une grande équipe avec moi, je me considère même pas comme un entrepreneur, je me considère comme chef d'entreprise. À partir du moment où j'ai eu, au fur et à mesure de mes 20 années d'expérience, plusieurs boîtes, plusieurs sociétés et des centaines de salariés, là, tu es plus comme un chef d'entreprise qu'un entrepreneur ou un solopreneur ou un infopreneur. Exactement. Mais la dimension indépendante vis-à-vis du salariat, le salariat compte sur justement cet entrepreneur ou cette société ou cette firme, peu importe, qui va t'assurer un salaire régulier chaque mois, l'entrepreneur, il part quand même à vue. Bien sûr. Qu'il veuille ou non, peut-être que pendant 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il ne se sera pas toujours payé. Et ça fait partie de l'ADN d'un entrepreneur. Et moi, je me souviens avec des associés où ils avaient du mal à accepter que parfois leurs revenus étaient décalés entre le 1 et le 5. Parce que tellement l'habitude de 20-30 ans d'ancienneté dans leur travail, où ça tombe à l'heure. C'est incroyable ce que tu racontes. Non, c'est pas incroyable. C'est qu'en fait, tout le monde se rêve, beaucoup de gens se rêvent entrepreneurs. Tout le monde a le droit d'essayer, mais tout le monde n'est pas fait pour. Et quand tu sens que tu n'es pas fait pour, va-t'en vite. Parce que ça va te démonter à un point pas possible. Ça tape fort. Et pour aller, c'est pour aller dans ton sens, effectivement, il faut prendre des risques et des fois des gros risques. Ça veut dire que est-ce que tu es prêt finalement à tout perdre ? Est-ce que tu es prêt à tout risquer sur un coup ? Et ça, le salarié, bien au contraire, il va se poser la question, attends, j'ai des RTT, j'ai des congés, j'ai ci, j'ai ça. En fait, tu as des mecs qui se posent la question de qu'est-ce que j'ai à perdre alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans les poches, ils se demandent qu'est-ce que je vais perdre. Mais effectivement, de toute façon, il faut aussi accepter un truc, c'est que tu vas perdre des choses. Moi, pendant, je sais pas, depuis l'âge que j'ai 20 ans jusqu'à aujourd'hui, mes vieux 43 ans. Tranquille, les 43 ans. Je sais, putain. Ça passe vite. Ça passe très vite. Mais tu vois, en un clignement d'œil, j'ai fait que travailler. Alors aujourd'hui, je me permets des choses. Je vais plus sur des deals qui me mettent en danger. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'avais envie de rien faire, je fais rien. Mais pendant très très longtemps, j'ai vécu comme un moine. Quand tu dis, c'est-à-dire que tu bossais tellement, tu voyais pas le soleil, tu voyais pas la plage, tu voyais pas la... Non, de manière, j'étais un ayatollah du travail. Non, c'était très 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 dur. Parce qu'il y avait des chiffres, il y avait des obligations, et à un moment donné, il faut que tu acceptes de perdre quelque chose. Tu vas perdre peut-être de la famille, tu vas perdre peut-être de la santé, tu vas perdre peut-être des choses. Si tu as un objectif qui est très fort et que tu veux l'atteindre, tu auras des choix qui sont très très durs. Et encore, moi je te parle de mecs comme toi, comme moi, c'est-à-dire qui partent de rien et qui n'ont pas... un gamin issu de la bourgeoisie française qui monte sa petite boîte et qui se casse la gueule, il s'en fout, il aura toujours la famille, l'oncle, la tante, le machin. Moi, ma famille est très réduite. Et en plus de ça, je suis sans filet. Donc, je me souviens d'avoir fait des all-in pendant 2-3 ans avec des gros montants. Ça passait ou ça cassait. Hein. C'est Rocky Balboa, ça passe ou ça casse. Dieu merci, c'est passé, mais si ça passait pas, on recommençait de zéro. Alors putain, t'as monté une montagne qui est très très dure à monter, où t'as pris des pains dans la gueule dans tous les sens, et puis tu pouvais redescendre très très fort. Et là, t'as quand même
ta compagne qui te dit on y va ou elle te dit hey, calme-toi? Non, moi, Ça, là, tu vas trop loin. j'ai une vraie chance d'avoir, je pense, une femme de caractère, une femme, une vraie lionne. Moi, je la compare souvent parce que j'aime beaucoup cette série à Daenerys Targaryen, tu vois. Ok. C'est un dragon. Et après, elle m'a fait confiance. Elle croit en moi. Et ça, c'est important d'avoir dans ton couple quelqu'un qui croit en toi. Ah, parce que moi, je sais que, en échangeant avec beaucoup d'entrepreneurs, sur cette question de prise de risque, on en rigole. Des fois, on dit, ça, je peux même pas le dire. Si je le dis, elle ne dort pas pendant un mois. Si je lui explique la vérité de ce que tu es en train de faire, elle ne dort pas pendant un mois. Non, là où je lui ai menti, j'avoue, mais elle le sait, c'est je lui disais, t'inquiète pas, c'est dans 1 an, on va pouvoir lever le pied. Mais il se passait 3 ans et puis c'était toujours un peu compliqué. Mais non, c'est les seules choses sur lesquelles je lui. Ouais, et puis en vérité, parce que tu y croyais aussi. Alors, il y a des fois, je me suis chié dessus. Hein. Non, il y a des fois où vraiment c'était très très limite. Et non, moi je trouve que il y a un côté. Alors, je dis pas que c'est une drogue de prendre des risques, mais il y a un côté un petit peu des fois dopamine de se dire, ok, je sais pas. je vais passer là. En tout cas, pour la mon porte cas, elle est étroite. Pour mon cas personnel, ça n'a Ouais. pas spécialement été une dopamine, ça m'a même mis plus dans le mal. C'est-à-dire que Ok. j'en ai fait vraiment j'ai eu vraiment des conséquences physiques sur ces prises de risques et tout le travail acharné que j'ai pu mener. Donc ouais, pendant un moment donné, j'ai senti la bascule au niveau de la santé. D'accord. Stop. Ok, Si ok. je veux voir encore un petit peu mes enfants grandir, Ouais, bien sûr. stop. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je te dirais, même si je m'interdis rien dans la vie, je cours pas après une foncière qui fera 4 milliards d'euros. Je suis pas à ça. T'as atteint des objectifs du coup. Ouais, j'ai plein d'objectifs. Oui, mais tu les as atteints parce qu'aujourd'hui tu peux te dire. Mais Ok. j'en ai atteint plein. Mon premier objectif, c'est que je suis en couple avec une femme qui me plaît toujours autant, avec des enfants que je pense on a une relation incroyable. Ouais, mais tu pu être salarié pour le faire, ces objectifs-là. Ça, Ouais, il faut les réussir. Mais C'est des objectifs importants. Si dans mon ADN, j'avais été un ADN de salarié, j'aurais vécu cet ADN-là. Mais non, je suis un entrepreneur, je suis un aventurier dans l'âme par rapport à ça. Tu penses que ça se transmet à ses enfants? J'en sais rien. Ouais. Ils sont encore trop jeunes pour. Ouais, ils comprennent. Hein. Ils comprennent. Ils comprennent le sens de l'argent. On parle beaucoup d'argent avec mes enfants. Ok. Peut-être que ça va choquer. Non, donne-moi des conseils. Moi, les miens, ils ont 4 et 6 ans, donc tu vois. Non, moi j'ai toujours parlé d'argent avec. Ok. Je te donne un exemple tout bête. La fois dernière, vraiment un truc tout con. Hein. On les emmène à un parc d'attractions. Ok. On prend le Trull Full Max coupe-fil et je leur explique la différence des gens qui vont faire 3 heures de queue et de toi qui va aller faire toutes les attractions en 15 secondes. Et bah ouais. Et je leur dis, ça c'est le pouvoir de l'argent, tu vois. Alors, bien sûr, ça se matérialise pas que là-dessus. Je leur explique surtout que l'argent égale liberté. L'argent leur permettra de dire oui ou leur permettra de dire non. L'argent leur permettra d'être mobile. L'argent leur permettra de ne pas être prisonnier à tel et tel endroit. Donc, c'est tout ce que va générer l'argent. Et c'est ni toi ni moi qui avons créé le système qui est capitaliste. Donc à partir du moment où le système il est en place et il bouge pas, bien sûr. Soit tu te fais marcher dessus et la roue elle te tourne sur la tronche, soit tu essaies de jouer avec les règles du jeu. Et moi j'essaie de leur apprendre les règles du jeu pour justement qu'ils s'en sortent. Et leur dire parce que finalement... qu'aujourd'hui c'est des enfants, c'est des gosses de riches, mais qui sont pauvres. Parce que tu leur as transmis la valeur de l'argent. Bah, j'essaye de leur transmettre la valeur de l'argent parce que j'essaye aussi de leur raconter l'histoire de leur père. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et de l'histoire de leur père et de l'histoire de leur mère, qui, elle, vient encore d'un milieu encore plus bas que le mien. Et du coup, on essaye vraiment de leur apprendre. On a gagné notre argent avec des larmes de sang. Ouais. Donc, vu qu'on a gagné avec des larmes de sang, on n'aime pas le dépenser de manière... Moi... J'ai toujours vécu dans des baraques moyennes, alors que j'aurais pu me payer des baraques extraordinaires. De temps en temps, je me suis fait plaisir avec des supercars,
Mais ça, c'est l'ego trip du normal, jeune homme. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, j'en ai même plus d'envie. Et si tu veux, c'est toutes ces choses-là mis bout à bout. Et puis, on parle régulièrement, même des projets, même du business. Même à mes fils, je leur explique, bah voilà, cette société-là, je l'ai montée, elle me ramène tant par mois. Ça me permet de faire ça, et puis d'acheter ça, etc. Ils ont vu tes galères aussi, non? Un petit peu. De loin. Ouais, ils se rendent pas compte. C'est des putains de privilégiés. Ouais. Bah, moi, toi, je me pose la même question que toi parce que je me dis que j'ai envie qu'ils soient, du coup, privilégiés, qu'ils aient accès à tout. Et d'un côté, j'ai envie qu'ils connaissent comme moi, finalement, la réalité de la vie, la dureté de la vie. Je ne sais pas comment. Je pense que la réalité de la vie et la dureté de la vie, en vérité, elle est déjà dure et moche, la vie. Okay. Il suffit juste d'allumer ta télé, regarder les réseaux sociaux. Nous, on vit en France à l'heure actuelle, on est encore des privilégiés comparativement à ce qui peut se passer un peu partout dans le monde. Bien sûr. Donc la vie, elle est déjà suffisamment dure. Si tu vas les mettre dans la difficulté ou reproduire ce que toi, tu as vécu dans ta jeunesse avec des enfants alors que tu as les capacités de leur éviter les souffrances que tu as vécues, je vois pas l'intérêt. Non, il ne faut pas reproduire. Je pense qu'il ne faut pas reproduire. Je pense qu'ils sont assez intelligents leur expliquer comment ça se passe. Ouais, mais ils comprendront. Ils comprendront, puis après, ils feront leur parcours de vie, puis après, ils vivront leurs expériences. Du coup, en 2023, tu nous dis que ça bouge fort. Il y a... une tempête. Ouais. Une tempête. Tu prends la tempête. Ouais. C'est quoi les décisions que prend un entrepreneur comme toi quand c'est une tempête comme ça? C'est on réduit les effectifs. On arrête telle affaire, telle chose, ou encore on restructure. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce que tu dis. Je restructure pas mal de choses. Je me consacre de plus en plus à des business dématérialisés ou surtout de moins en moins de RH. Ok. Ça, c'est très important parce que des prud'hommes, j'en ai fait, c'est pénible. T'en as fait combien comme ça? Pas énorme en fait. Mais trop déjà, voilà. Ouais, non, mais vraiment pas énorme, je t'avoue. Et puis à chaque fois, j'ai gagné. Ok. Ce qui est rare. Ouais, parce que souvent. Mais même globalement, j'ai eu plein d'injonctions, plein de procès ces dernières années. J'ai toujours gagné. Ok. J'ai toujours gagné pour la simple et bonne raison. Alors, je pense que j'ai un bon avocat, que je paye très très bien, voire trop bien. Mais aussi parce que je suis dans la défense. Je suis j'ai jamais filouté ou tenté de mettre un coup à quelqu'un. Par contre, si tu m'en mets un... Ouais, tu te rebiffes. Et parce que aussi, là, c'est sanglant. Là. C'est là d'où on vient, parce qu'à un moment, on a décidé de rentrer dans le cadre, parce qu'on a des objectifs, on a des rêves, mais à un moment, quand tu vas sur notre terrain, ce terrain-là, on le connaît bien aussi. et ouais, je comprends totalement. Surtout quand c'est de l'injustice. À un moment, quand tu dis, c'est pas possible de nous, tu vois, de nous tirer vers le bas comme ça. Moi, j'ai des gens qui ont essayé de me chicoter au niveau juridique. Ok. L'idée, c'est si j'ai pris une petite claque de leur chicotement juridique, c'était de rendre une décapitation. Voilà. Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça. Quand tu as un ennemi, il faut le tuer. Faut pas simplement le faire du mal. Combattre. Il faut le tuer, il faut l'anéantir. Parce que tu auras tôt ou tard un retour du bâton s'il continue de venir. Mais globalement, je ne suis pas un méchant garçon. Je ne faut juste pas m'emmerder. Pas t'emmerder. Et aujourd'hui, c'est quoi? Tu te projettes dans quoi? Est-ce que le foot. Dans quoi? Le foot. Le foot? Ouais, le foot. Ok. Le foot. Je suis obsessionnel avec ça depuis un certain temps. J'ai tenté de créer un club de foot fort dans ma ville. Ça s'est pas fait parce que c'est un club qui est prisonnier par des gens qui profitent de l'argent public. Ok. Tu sais comment ça se passe, les associations. Je connais très bien les mairies, les associations. Je connais très bien le sujet. Voilà, c'est pas à toi que je vais apprendre. Exactement. Et dans les associations, tu as toujours des mecs qui tapent dans la caisse. Et j'ai voulu faire un putsch et virer les gens qui étaient en place pour prendre le club de National 2 et l'amener plus haut. Ouais, moi j'avais pas de limite. Pas de limite, ok. Pas de limite et l'amener en niveau professionnel. Là, on est que sur du
business plaisir. Ouais, mais c'est ça qui me fait plaisir. Parce que tu perds de l'argent, limite, dans ce business. business. Ouais, je perdais de l'argent. Là, j'allais investir 1 million d'euros. Ok. J'allais investir 1 million d'euros dans le club sur 4 ans. Tu fais penser à Bernard Tapie, du coup. Là. Ouais, c'est marrant ce que tu veux. Mais je l'avais fait il y a 20 ans, ça, déjà. J'avais pris un club de foot il y a 20 ans où là, par contre, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables. Ça n'avait pas duré plus d'1 an. Mais là, j'avais la tête sur les épaules. C'était un pari, mais un pari calculé. Ok. Mais effectivement, oui, c'est un peu pile ou face. C'est-à-dire que même si tu mets de l'argent dans un club de foot, même si tu réponds à tout plein de critères pour que ton club fonctionne, la réalité d'un terrain fait que peut-être tu vas te casser la gueule. Ok. Et donc, investir dans le foot, tes entreprises aujourd'hui, tu bâtiment, je garde. Je pense que je vais développer encore le bâtiment. J'ai arrêté mon réseau de chasseurs immobiliers. Ok. Marchand de biens, c'est mon activité principale. J'adore ça et je pense que je continuerai. Maintenant, j'en parle plus sur les réseaux sociaux. Okay. Je montre plus rien sur les réseaux sociaux parce que j'en ai eu les problèmes, les conséquences, et donc je montre plus rien. Parce que du coup, tu montrais effectivement tes projets. D'ailleurs, tu t'y investissais pleinement. Ça donnait envie, en fait. Je sais. Mais déjà, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui. Non, mais c'était éducatif, limite. Ouais, c'était éducatif. Mais encore une fois, je te dis, aujourd'hui, je montre plus parce que même, tu vois, j'ai fait le ratio. J'aurais pu très bien faire beaucoup plus d'opérations si j'avais caché des choses. Ou si j'avais été en backup, ou si je ne m'étais pas fait voir, j'aurais même pu vendre des biens plus chers, parce que des fois, tu as les clients qui te reconnaissent, donc ils estiment que tu es déjà suffisamment riche, donc ils négocient le prix avec toi. Voilà, pour toutes ces raisons-là, cette activité, je la fais tranquillement. Ok. Et tu n'as pas cette ambition, justement, dont on parlait au début, de développer plus grand au niveau national ou encore. Mais je développe mon patrimoine. Et ça, c'est déjà très grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le business que j'ai envie de grandir et de voir au niveau national, peut-être même international, et je suis peut-être un rêveur, c'est un club de foot. J'ai envie de me mettre sur un club de foot et faire une dinguerie avec un club de foot. Magnifique. Maintenant, moi, à titre personnel, j'ai des chiffres en tête par rapport à des objectifs à réaliser. Je l'avais même mis dans mon bouquin qui s'est vendu à 4 exemplaires. Ah d'accord. Ok, je n'ai pas vu que tu avais fait un bouquin. D'accord, ok. Tu vois, il y a personne qui savait que j'avais fait un bouquin. J'ai fait un premier bouquin qui s'est vendu à près de 10 000 exemplaires. Ok. Donc ça, c'était. Comment il s'appelle, le bouquin ? Le bouquin, il s'appelait Influence financière. C'était vraiment un petit livre qui avait cartonné parce que 10 000 exemplaires. C'est pas mal, là, clairement. Je crois que best-seller, je crois que c'est 3 000 si je dis pas de conneries. Donc il avait vraiment cartonné. Magnifique. Le deuxième qui était plus intimiste, qui était moins livre, infoprenariat, etc. Il a dû vendre 4. Mais il s'appelait Gagner. Ok. Comme le livre de Bernard Tapie des années 80. D'accord. Et donc, je m'étais mis un objectif dedans à atteindre à mes 45 ans. Globalement, pour ceux qui ont lu le livre, ils me mettront en commentaire. C'est quoi ton objectif ? Il faut le lire, du coup. Non, il faut le lire. Mais il n'est même plus à vendre. Donc, il va falloir trouver un mec qui tombe sur cette vidéo et qui dit il a dit à 45 ans, il aura tant de millions. Ok, magnifique. Non, il faut se fixer des objectifs en chiffres. Mais mes objectifs, ils sont surtout déterminés à passer du temps avec ma femme, à passer du temps avec mes enfants, à les faire progresser. Tu vois, aujourd'hui, j'ai eu fait du coaching, je ferai plus de coaching, je ferai plus d'accompagnement, je vends pas de formation, j'ai rien à proposer. Et le seul et unique coaching que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est la transmission de ce que je sais et de ces instants à passer avec mes fils et ma fille. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que tu as quand même ta chaîne qui est en activité sur YouTube. Tu as des bonnes vidéos qui tournent toujours. Tu postes quand même mais parce que j'ai régulièrement quand même encore envie de continuer à transmettre des choses que j'apprends, que je sais, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde de l'investissement ou des bêtises, enfin des bêtises entre guillemets, c'est-à-dire du lifestyle. Si demain, je te dis une connerie, si demain je fais un beau palace et que j'ai envie de transmettre ça en disant aux gens, regardez, vous voyez ce prolétaire de province, aujourd'hui il peut aller dans un palace comme ça. Ouais, ça permet de... Comme je te disais tout à l'heure, je suis arrivé sur Internet en disant si je l'ai fait, vous le ferez. Cette phrase-là a été reprise dans tous les sens ces dernières années.
Mais le message reste globalement le même. Et puis alors là, en plus, c'est un message hyper détendu de ma part. C'est-à-dire que je peux te montrer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une volonté ou un volontariat de se dire ah, faut que j'ai tel et tel branding parce que je veux qu'on m'achète tel et tel truc. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, c'est la dangerosité du personal branding. C'est ce que je te disais. Ouais, ce qu'on disait en off. C'est que le personal branding t'amène à avoir des gens complètement faux devant toi et à ton micro. Autant d'avoir des gens sincères. C'est ça. D'ailleurs, c'est le but du podcast, c'est d'avoir vraiment des gens les vrais. Les vrais, exactement. Et pour aller T'as un mec qui va dire ouais, c'est pas un vrai, avant il était chauve. Ah, écoute, je te vois Julien au fin fond au fin fond du Doubs, au fin fond de ton siège, en train de faire caca, exactement. en train de dire que j'étais chauve. Ouais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens qui nous regardent, pour une grande partie, ils apprécient les contenus parce que ça leur permet de faire un lien avec leur existence, les inspirer. Et d'ailleurs, pour la majorité, ne laissent pas beaucoup de commentaires. Et tous ceux qui laissent les commentaires de haters, c'est les quelques personnes qui tombent sur nos vidéos et qui peut-être ont malheureusement, pour eux, des vies pas de ouf et qui ont envie de tabasser les autres. Donc j'en profite en même moment pour... Vas-y Lionel. Non, mais pour dire aux gens de... Rendez-vous, Seine-Saint-Denis. Ah, on va régler ça. On va régler ça. Non, mais non, c'est pour leur dire de s'abonner s'ils apprécient la vidéo, s'ils apprécient du coup le contenu, d'aller finalement... sur les réseaux et de liker tes vidéos et les miennes. Et puis, s'ils ont des commentaires bizarres à laisser, bon, faites ce que vous pouvez, écrivez-le sur un bout de papier, mais évitez de spammer les autres parce que nous, on veut donner du plaisir aux gens. Pas de haine, et ça, je trouve que c'est pas utile. Tu vois, je te disais en off, c'est pas utile. C'est pas utile, mais tu l'empêcheras pas. Ça fait partie de la nature humaine. J'essaye en tout cas. Je pars du postulat que la nature humaine n'est pas bonne. Ouais, mais et que les gens, on part d'une nature humaine pas très top, et qu'on a plus d'aspiration à aller vers le mal. Et quand justement tu te comportes en seigneur, en homme digne de valeur ou en femme digne de valeur, c'est que tu fais un effort sur toi-même. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font des efforts sur eux-mêmes. Ouais. Bah écoute, moi je pars du postulat que tout le monde est bon et que on a deux visions du monde. Et que du coup c'est la vie qui nous fracasse, qui nous met dans cette situation-là. Et je pense qu'on peut toujours aller chercher chez les gens quelque chose qui les fait sortir de cette mauvaise vibe. Voilà. Alors, pour revenir sur notre sujet, l'investissement, l'entrepreneuriat, tu es un petit peu crypto, un petit peu action dans Bitcoin. Les entreprises. Ouais, Bitcoin. Action dans les entreprises. Je m'y mets doucement. Ok. Investissement immobilier, surtout pour le patrimoine personnel avec les enfants et ma femme. Ok. Tu répartirais comment? Parce que tous tes actifs, je crois qu'ils sont en France. Ouais. Ok. Ouais. Parce 95% d'immobilier. Souvent, ce que on entend pour le coup, c'est de diversifier. Donc aussi diversifier des fois les lieux, quand c'est de l'immo, ou encore diversifier ses investissements. T'en penses quoi? Moi, j'en pense que c'est bien de faire ce que tu sais faire. Ok. Ah ouais. Et j'ai un marché que je connais par cœur, qui est là où je suis né. Donc j'y investis massivement. J'investis aussi sur Paris. C'est un marché que je commence à maîtriser de plus en plus. Le littoral aussi. La France, c'est un marché globalement, même si je ne connais pas tous les marchés, parce qu'il y a des marchés dans les marchés, etc. Mais c'est un vieux pays. Vu que c'est un vieux pays, c'est de la pierre et de la terre qui est solide et qui est durable. Il ne faut pas voir l'immobilier que sur un prisme d'il y a 5 ans. Il faut le voir sur 100 ans. Ok. Tu vois? Ou au moins un minima sur 50 ans. Et les autres destinations un peu, je dirais, exotiques avant, tu m'aurais dit, est-ce que tu es prêt à t'exiler de la France ou partir de la France? Je t'aurais dit non. Je suis un fervent défenseur. Influence financière, c'était un petit peu ça aussi, de dire aux gens, restez. C'est pas parce qu'on vous prend 50% de ce que vous gagnez. Si tu gagnes 100,
tu as quand même gagné 50. Ouais. Tu vois, en fait, c'était qu'une question de est-ce que je perds 50 ou est-ce que je gagne 50. Sauf que le Covid a mis en exergue peut-être ma naïveté de mec d'extrême gauche. On est deux alors. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, dans mon livre, justement, je disais je suis un capitaliste d'extrême gauche. Et je me voyais comme ça, tu vois, très solidaire, etc., etc. Malheureusement, tu as des gouvernants ou on va dire que la France est une société dirigée par des DRH qui ne me satisfont pas à l'heure actuelle, qui poussent des entrepreneurs comme moi à partir. Parce que c'est une question que tu te poses. Ouais, c'est une question que je me pose parce qu'à un moment donné, quand tu vois la crise du Covid, quand tu vois l'état des hôpitaux, quand tu vois l'état de l'enseignement, le manque de moyens dans les enseignements, quand tu vois le manque de moyens dans les agglomérations pour tout un tas de choses, des routes, des stades de foot déstabilisés, des autres choses comme ça, des détails pour lesquels tu payes des impôts mais qui sont jamais votés, jamais actés. L'opacité des impôts, tu es un peu dans ce milieu-là, Bien donc sûr. l'opacité des impôts, il est très trouble. Très et puis compliqué. d'être géré par des gens qui te donnent des leçons, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été dans la vie active, et qui eux-mêmes n'ont jamais, alors soit ils ont été dans la vie active, mais en tant que salariés, ils n'ont jamais créé, produit quelque chose, et ils gèrent l'argent, ton argent, donc c'est pas leur argent, et ils le gèrent d'une façon qui est complètement opaque. À un moment donné, ça devient, ça me tend, tu vois. Ouais, et du coup, on a des gens qui sont finalement pas très, j'allais dire, compétents, même médiocres. Je disais à Thibaut, qui participe au podcast, à la réalisation du podcast, que aujourd'hui, dans les écoles de commerce, on a des profs qui racontent à des jeunes comment monter des business alors qu'ils n'ont monté aucun business, qu'ils n'ont jamais tu sais, monté un business. À toute petite échelle, tu vas dans les CCI. Ok. Dedans, tu as Martine, 65 ans, en pré-retraite. Son seul job, ça a été travailler à la CCI. Puis elle va te dire, alors, petit A, on fait un business plan. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait quoi, Martine? Elle lit son déroulé. Oui, voilà. Fais-toi aider de ChatGPT, ça ira plus vite. Hein. Non, mais, et le problème, c'est un petit peu ça la France. C'est trop de fonctionnaires, pas assez d'entrepreneurs, pas assez d'entrepreneurs qui sont valorisés à leur juste valeur, alors que c'est eux qui produisent l'économie. Donc oui, effectivement, je suis passé de cet état d'esprit à vous barrez pas, on va construire ensemble un rêve français. À un moment donné, tu peux pas lutter contre la roue qui est importante et qui est aujourd'hui dirigée par des mecs qui foutent en l'air le pays. Ouais. Mais quel que soit le bord. Hein. Oui, non, là on est même plus sur la question de bord. C'est même pas une question politique. De politique. On est question de compétences. Puis c'est une question de structuration de la France. La France, c'est comme ça. La France n'a pas d'ascenseur social. La France, tu vois, où j'ai trouvé mon ascenseur social, c'est dans l'investissement. C'est dans l'argent. L'argent, il ne regarde pas d'où tu viens. D'où tu viens. L'argent, il n'a rien à foutre d'où tu viens. Tes origines, d'où tu viens. Rien à foutre. Ouais. Tu as compris le système, tu as compris comment ça fonctionne, tu as compris les rouages, tu as compris comment ils doivent se fluidifier cet argent. Et bien là, tu vas pouvoir en faire. Et ce qui est compliqué, effectivement, pour les gens qui sont un peu, qui ont été idéalistes, c'est de se dire que finalement, ça va être très compliqué de bouger quelque chose qui est installé depuis des centaines et centaines d'années. Et donc, peut-être on ne le verra pas de notre vie. Et donc, pour protéger notre famille, pour protéger notre patrimoine, pour s'épanouir, on va devoir entrer dans le système en gardant nos valeurs. Tu parlais tout à l'heure de principes. Et tout bousiller. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je trouve que ton expression capitaliste d'extrême gauche, je valide. C'est tellement antinomique que voilà. On est sur la fin du podcast. Vraiment, merci, merci à toi, Hassan, d'être venu. J'aimerais juste que tu nous dises si tu as, je sais pas moi, un bouquin, une musique ou un film qui t'a un peu motivé. Un film, c'est Rocky. Hein. C'est Rocky, ok. Ouais, un film, c'est Rocky. Même quand on a tous des moments un peu de dur. Besoin d'être motivé, je me mets un Rocky. Un Rocky, ok. Et je redémarre.
Ok, magnifique. Ok, Ouais. Ben, on finira sur ça. Je te remercie vraiment d'être venu. Merci à toi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, écoutez le podcast Vrai reconnaît vrai, partagez-le, abonnez-vous, soutenez la chaîne. Vraiment, l'objectif, c'est que on puisse partager de la valeur à toutes ces personnes qui se disent c'est pas pour eux, en leur disant bah voilà, si vous sentez la fibre, d'y aller, de pas vous mettre de barrières. Merci encore une fois. Et puis tente. Et tentez. Peu importe, parce que si tu t'es... Et on verra. Et si ça Voilà. marche, ça marche. Et si ça marche pas, on fait autre Si chose. tu tentes pas, tu réussiras pas. Exactement. Merci Lionel. Merci. À plus tard.